Théo André avait 26 ans lorsque son monde s'est effondré pour toujours. Il vivait avec sa mère, Emma Laurent, dans un modeste appartement de 2 pièces dans une banlieue de Hanovre. L'appartement était au 3e étage d'un immeuble préfabriqué gris des années 1970, entouré de bâtiments similaires, d'aires de jeu avec des structures d'escalade rouillées et d'un petit supermarché turc au coin de la rue. Pour Théo et sa mère, Emma, cet appartement représentait la stabilité après des années d'incertitude et de difficultés financières. La famille André avait initialement vécu à Leipzig. Le père de Théo y avait travaillé comme ouvrier d'entrepôt, mais sa vie était marquée par la violence et la criminalité. Il avait plusieurs condamnations antérieures pour vol et agression. En 2015, alors que Théo n'avait que 17 ans, son père a été poignardé à mort lors d'une altercation à la prison de Leipzig. Le rapport officiel a fait état d'une dispute entre détenus qui avait dégénéré. À partir de ce moment, Emma est devenue seule responsable de l'éducation de son fils. En 2018, elle a décidé de prendre un nouveau départ et a déménagé à Hanovre, dans l'espoir de trouver de meilleures opportunités d'emploi. Emma a finalement trouvé un poste de femme de ménage dans un grand centre commercial du centre-ville. Le travail était physiquement exigeant et mal payé, mais il suffisait juste à couvrir le loyer et les frais de subsistance de base. Elle travaillait souvent tard dans la nuit, rentrant chez elle épuisée et ne dormant que quelques heures avant le début de la prochaine journée de travail. Théo a grandi silencieux et solitaire. D'anciens camarades de classe le décrivaient comme poli mais renfermé. Il parlait rarement de son père, et quand il le faisait, c'était en phrases courtes et sans émotion. À la maison, il passait la plupart de son temps seul, dans sa petite chambre, où aidait sa mère pour les tâches ménagères. Les voisins de l'immeuble le remarquaient à peine. Il était toujours respectueux, saluait poliment, mais on ne le connaissait jamais vraiment, se souvenait plus tard une voisine âgée. Après avoir terminé l'école, Théo n'a pas trouvé de formation professionnelle. Il a d'abord fait divers petits boulots, distribuer des journaux, remplir les rayons dans les supermarchés, aider sur des chantiers de construction. Rien de tout cela n'a mené à un emploi stable. En 2023, il a finalement obtenu un poste de nettoyeur dans le même centre commercial où sa mère travaillait. Il a pris le service de nuit et était responsable de laver les sols, de vider les poubelles et de nettoyer les toilettes après la fermeture des magasins. Le travail était monotone et peu prestigieux, mais pour Théo, il signifiait un certain degré d'indépendance. Pour la première fois, il avait son propre revenu, bien que maigre. Il n'avait plus à dépendre entièrement de sa mère. Les quarts de travail étaient longs, se terminant souvent vers minuit, mais Théo ne s'est jamais plaint. Il était habitué à être invisible, à rester en arrière-plan pendant que la vie continuait autour de lui. Théo n'avait pas d'amis proches. Ses contacts sociaux se limitaient à des conversations superficielles avec des collègues pendant les pauses. Il possédait un vieux smartphone, mais l'utilisait rarement pour les réseaux sociaux. Il parcourait parfois Facebook, regardait des vidéos sur YouTube, mais il ne postait rien, ne commentait rien. C'était un observateur, pas un participant. Sa vie suivait une routine fixe. Se lever vers 14 heures, prendre un petit déjeuner tardif avec sa mère quand elle rentrait de son service, puis regarder la télévision ou naviguer sur Internet jusqu'à ce qu'il parte travailler vers 18 heures. Après le travail, il rentrait chez lui, mangeait quelque chose, regardait la télévision pendant 1 heure, puis dormait jusqu'en début d'après-midi. Jour après jour, semaine après semaine. C'était une vie sans eau, sans joie particulière, mais aussi sans grande douleur. Théo avait appris à gérer la solitude. Il n'attendait pas grand-chose de la vie. Le souvenir de son père, violent, et des dures années de pauvreté, lui avait appris à rester modeste, à ne pas avoir de grands rêves, mais au fond de lui, il y avait un désir de reconnaissance, d'appartenance, que quelqu'un le voie non pas comme le nettoyeur silencieux, mais comme une personne de valeur. Ce désir allait bientôt se transformer en une obsession dangereuse lorsqu'une jeune femme est entrée dans sa vie et lui a donné, pendant un bref instant, l'impression d'être quelqu'un. C'était un jeudi soir ordinaire en mars 2024,
lorsque Théo André a rencontré Léa Lefebvre pour la première fois. Le centre commercial était déjà fermé, la plupart des magasins étaient sombres et seuls quelques employés dispersés quittaient le bâtiment par les sorties de service. Théo était en train de laver le sol de l'aire de restauration lorsqu'il a remarqué une jeune femme près d'un café essayant frénétiquement de retirer du café renversé de sa veste de couleur claire. Elle semblait frustrée, tamponnant la tâche avec des serviettes, mais cela n'aidait pas beaucoup. Théo, qui avait un chariot de nettoyage avec des produits, a hésité un instant, puis l'a abordé. « Excusez-moi, je peux vous aider. J'ai un produit qui pourrait fonctionner. » Sa voix était douce, presque incertaine. La jeune femme a levé les yeux, surprise au début, puis a souri de soulagement. « Oh, ce serait génial. Je n'ai aucune idée de comment enlever ça. » Théo a sorti une petite bouteille de détachant de son chariot, en a vaporisé sur un chiffon propre et le lui a tendu. Elle l'a pris avec gratitude et a commencé à travailler délicatement sur la tâche. Pendant ce temps, ils ont commencé à discuter. Elle s'est présentée comme Léa, 23 ans. Elle a dit qu'elle venait de sortir d'une réunion avec des amis et qu'elle avait renversé le café en sortant. Théo, qui était généralement timide avec les étrangers, s'est senti étrangement à l'aise à ce moment-là. Léa était vive, parlait ouvertement et riait beaucoup. Elle avait une certaine légèreté, une assurance qui a fasciné Théo. Elle lui a posé des questions sur son travail et il lui a brièvement parlé de ses quarts de nettoyage. Elle ne semblait pas dégoûtée ou ennuyée, mais intéressée. À la fin de la conversation, Léa a demandé son numéro. « Au cas où j'aurais encore besoin d'aide pour des tâches », dit-elle avec un sourire qui sonnait plus coquet qu'elle ne l'avait peut-être voulu. Théo lui a donné son numéro avec hésitation, ayant du mal à croire qu'elle l'appellerait vraiment. Mais dès le lendemain, il a reçu un message d'elle. Elle le remerciait encore et proposait de se retrouver pour un café. Théo était submergé. Personne ne s'était jamais intéressé à lui, surtout pas quelqu'un comme Léa, qui semblait si confiante et attirante. Ils se sont retrouvés quelques jours plus tard dans un petit café en périphérie de la ville, loin du centre commercial. Théo a immédiatement remarqué que Léa insistait pour se retrouver dans des endroits isolés. Elle ne proposait jamais d'aller au centre-ville ou de se montrer dans des endroits animés. Elle n'a jamais non plus mentionné qu'elle voulait le présenter à ses amis. Théo a refoulé ses pensées. Il était simplement heureux que quelqu'un veuille passer du temps avec lui. Les rencontres se sont répétées. Léa lui écrivait régulièrement, généralement tard le soir, quand Théo rentrait du travail. Il se retrouvait dans sa voiture, qu'il garait sur des parkings isolés ou dans des cafés bon marché en dehors de la ville. Théo a remarqué que Léa ne prenait jamais de photos d'eux deux, ne mentionnait jamais où elle vivait ou quel était son travail exact. Elle restait vague, esquivant habilement les questions. Théo a ignoré tous ces signaux d'alarme. Pour lui, cette relation signifiait tout. Il a commencé à penser à un avenir ensemble. Dans son imagination, ils emménageaient ensemble, peut-être fondaient une famille. Il avait enfin trouvé quelqu'un qui le sortirait de sa solitude. Seulement quelques semaines après leur première rencontre, ils sont devenus physiquement intimes. Après une sortie au cinéma dans une petite banlieue, ils étaient assis dans la vieille Volkswagen Golf de Théo, garée sur un chemin de terre sombre. L'ambiance était tendue, mais d'une manière excitante. Léa a fait le premier pas, l'a embrassé, et les choses ont rapidement progressé. Pour Théo, ce moment a été décisif. Dans sa perception, cette intimité a scellé leur relation. Ils étaient maintenant un couple, exclusif, solidement liés. Il croyait que Léa ressentait la même chose. Mais pour Léa, c'était autre chose. Ses amis témoigneraient plus tard qu'elle ne leur avait jamais dit que c'était une relation sérieuse. Pour elle, c'était une aventure, quelque chose sans engagement, peut-être même une expérience. Ce que Théo ne savait pas, Léa venait d'un monde complètement différent. Son père, Monsieur Lefebvre, était un promoteur immobilier prospère à Hanovre, qui dirigeait plusieurs projets résidentiels de luxe. La famille vivait dans une spacieuse villa dans l'un des quartiers les plus riches de la ville, entourée de hautes haies et d'un portail électronique. Léa avait grandi dans l'opulence. Elle avait fréquenté une école privée,
passait des vacances dans le sud de la France et conduisait une nouvelle Mini Cooper que son père lui avait offerte pour son anniversaire. Théo n'avait aucune idée de ce contexte. Pour lui, elle était juste une jeune femme qui l'aimait bien. Mais l'inégalité était présente, même si elle restait invisible. Alors que Théo rentrait épuisé dans son petit appartement après ses quarts de nuit, Léa rentrait dans sa villa, où elle dormait dans une chambre spacieuse, avec sa propre salle de bain. Alors que Théo devait compter chaque euro, Léa dépensait de l'argent sans y penser à 2 fois. Les attentes différentes pour cette relation étaient déjà en place. Théo voyait un avenir, Léa voyait un passe-temps. Théo croyait en l'exclusivité. Léa se réservait d'autres options, et c'est cette divergence qui allait bientôt conduire à une catastrophe que personne n'aurait pu prévoir. Seulement 3 jours après leur première rencontre intime, Théo André conduisait en fin d'après-midi dans le centre-ville de Hanovre. Il se rendait au travail lorsqu'il est passé devant un carrefour animé dans le quartier branché. Là, devant un café en vogue avec une terrasse, il a remarqué un groupe de jeunes gens qui riaient ensemble. Et au milieu, il a reconnu Léa. Elle portait une élégante robe d'été qu'il ne lui avait jamais vue, et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Mais ce qui a frappé Théo comme un coup de poing, c'est la façon dont elle s'appuyait sur un jeune homme. Elle riait fort, posait sa main sur sa poitrine et semblait complètement à l'aise avec lui. Le geste était clair, intime, plus que simplement amical. Théo a ralenti sa voiture, a fixé la scène, son cœur tambourinant. Il a un instant envisagé de s'arrêter, de descendre, de la confronter. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a continué, ses mains serrant le volant, la colère et la confusion montant en lui. Ce soir-là, Léa l'a appelé plusieurs fois. Théo a ignoré chaque appel. Elle a envoyé des messages. « Hey, ça va? Pourquoi tu ne réponds pas? J'ai fait quelque chose de mal ?» Théo n'a pas répondu. Il se sentait trahi, humilié. L'image d'elle avec cet autre homme s'est gravée dans son esprit. 5 jours se sont écoulés dans un silence tendu. Théo allait au travail, rentrait chez lui, mangeait à peine, dormait mal. Sa mère, Emma, a remarqué le changement. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» lui a-t-elle demandé au petit déjeuner. Théo a juste marmonné « Rien, laisse-moi tranquille ». Puis, un samedi soir, tout a explosé. Théo était allongé sur son lit, faisant défiler son téléphone sans but, lorsqu'une vidéo lui a été suggérée sur Instagram. Elle avait été postée sur un compte privé, mais quelqu'un l'avait enregistrée et partagée dans un groupe local. La vidéo montrait Léa assise dans une voiture avec 2 amis, visiblement après une fête. Les 3 jeunes femmes étaient un peu ivres, riant beaucoup. Puis Léa a commencé à parler et Théo a entendu son nom. « Vous vous souvenez du gars dont je vous ai parlé? Théo, le nettoyeur ?» Les amis ont ricané. Léa a continué. « Alors, je vous le dis, il a vraiment la plus petite bite que j'ai jamais vue. Honnêtement, j'ai dû me retenir de rire. » Les amis ont éclaté de rire. L'une d'elles s'est exclamée « Oh mon Dieu, non !» Léa a hoché la tête de manière exagérée. « Oui, vraiment. Et maintenant, il ne répond plus. Peut-être qu'il est gêné. » Plus de rire. La vidéo s'est terminée. Théo est resté pétrifié. Les mots résonnaient dans sa tête. La vidéo avait déjà été vue des centaines de fois, commentée, partagée. Des gens de son entourage l'avaient vue. L'humiliation était publique, irréversible. Il l'a appelé immédiatement. Léa a répondu après la 3e sonnerie. « Théo, enfin !» Je pensais que... Il l'a interrompu d'une voix tremblante. « C'est quoi cette putain de vidéo ?» Silence à l'autre bout du fil. Puis, avec un rire nerveux, « Oh, ça. Écoute, c'était juste une blague. J'étais saoul. Ce n'était pas sérieux. »« Pas sérieux !» a crié Théo. « Tu me rends ridicule devant tout le monde. La vidéo est partout. Tout le monde l'a vue. » Léa a soupiré, agacée. « Maintenant, ne dramatise pas. C'était juste un peu de fun. En plus, Théo, on n'a jamais été officiellement ensemble. Je n'ai jamais dit que c'était exclusif. Tu l'as juste supposé. » Ces mots l'ont frappé comme un coup de poignard. « Quoi ?» Sa voix s'est brisée. « Tu as couché avec moi, et maintenant tu dis que ce n'était rien ?» Léa a maintenant un ton impatient. « Écoute, je m'amusais juste un peu.
Tu étais gentil, mais je n'ai jamais dit que je voulais une relation. C'était tout à fait décontracté, tu comprends? Théo ne pouvait plus parler. Il a mis fin à l'appel brusquement. Dans les heures qui ont suivi, il a traversé un tourbillon d'émotions. Colère, honte, désespoir. La vidéo a continué de circuler. Il a reçu des captures d'écran de connaissances avec des commentaires moqueurs en dessous. Le lendemain, il a essayé d'aller travailler, mais ses collègues lui ont jeté des regards étranges. Quelqu'un avait apparemment aussi diffusé la vidéo là-bas. Pendant sa pause, il a entendu des ricanements étouffés derrière son dos. Il n'a pas supporté, a quitté son service en avance et est rentré chez lui. Emma l'attendait déjà. Elle avait entendu parler de la vidéo par une voisine. « Théo, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cette femme? Théo a explosé. Ça ne te regarde pas. » Il s'est précipité dans sa chambre et a verrouillé la porte. L'humiliation s'est enfoncée profondément en lui. Ce n'était pas seulement l'exposition sexuelle. C'était la façon dont Léa l'avait traité, comme s'il était insignifiant, jetable, quelqu'un dont on pouvait rire. Les différences de classe qu'il avait ignorées auparavant lui sont soudainement devenues douloureusement évidentes. Elle était la fille riche de la villa, lui le pauvre nettoyeur de l'immeuble préfabriqué. Théo a commencé à chercher des informations sur Léa en ligne. Il a trouvé son compte Instagram, qu'elle avait mis en privé. Mais grâce à des amis d'amis, il a trouvé des photos d'elle, dans des restaurants de luxe, sur des yachts en Méditerranée, devant des voitures chères. Sa colère s'est mêlée à un profond sentiment d'injustice. Cette nuit-là, Théo ne pouvait pas dormir. Il est resté éveillé, fixant le plafond, pendant que la vidéo se rejouait encore et encore dans sa tête. L'humiliation ne disparaîtrait pas. Elle faisait désormais partie de son identité, quelque chose que les gens associaient à lui. Et ainsi, quelque chose de sombre a commencé à grandir en lui. Une obsession, un besoin de vengeance, de justice, d'un moyen de retrouver le contrôle que Léa lui avait pris. Dans les jours qui ont suivi la vidéo, Théo André a changé de manière fondamentale. Le silence et le repli qui avaient caractérisé sa vie se sont transformés en une fixation dévorante. Il ne pouvait plus dormir, ne pouvait plus manger, ne pouvait plus penser clairement. Tout tournait uniquement autour de Léa Lefebvre et de l'humiliation qu'elle lui avait infligée. Il a cessé de se présenter au travail. Après 3 absences non justifiées, il a été licencié. Théo n'a pas répondu aux appels de son superviseur, supprimant les messages sans les lire. Le travail ne l'intéressait plus. Toute sa concentration était maintenant ailleurs. Au lieu de cela, il a passé ses jours et ses nuits à observer Léa. Il avait découvert où elle vivait. Grâce à un ami d'un ami dont il avait trouvé le profil par un chemin détourné, il a découvert des photos qui avaient été prises devant une imposante villa dans le quartier de Kleefeld. Il a cherché l'adresse sur Google, a trouvé la propriété sur Street View. Une grande maison blanche avec des colonnes, un jardin bien entretenu et un portail électronique. Théo s'y est rendu en voiture. Il a garé sa vieille Golf à quelques rues de là et s'est approché à pied. Le quartier était calme, bordé de grands arbres et de voitures chères dans les allées. C'est donc là que Léa vivait. Un monde si éloigné du sien qu'il semblait irréel. Le contraste entre sa luxueuse villa et son appartement préfabriqué minable n'a fait qu'amplifier sa colère. À partir de ce jour, Théo a commencé à harceler systématiquement Léa. Il passait des heures dans sa voiture, garée en vue de sa maison. Il observait quand elle quittait la maison, où elle allait, qui elle rencontrait. Il prenait des notes sur son téléphone. 10h30, quitte la maison, roule vers le centre-ville. 14, café au Machc avec 2 amis. 20h15, revient, accompagné, jeune homme, cheveux foncés. Oui, il y avait d'autres hommes. Théo a vu Léa plusieurs fois avec le même homme, celui qu'il avait déjà remarqué devant le café. Ils montaient ensemble dans sa voiture, partaient et revenaient des heures plus tard. Chaque fois, Théo avait l'impression qu'un couteau s'enfonçait plus profondément dans sa poitrine. Non seulement elle l'avait utilisé et exposé, mais elle l'avait aussi laissé tomber pour quelqu'un d'autre. Sa mère, Emma,
devenait de plus en plus désespérée. Elle a remarqué que Théo ne rentrait pas à la maison pendant des jours. Quand il se montrait, il était mal rasé, maussade et évitait toute conversation. Une fois, elle a essayé de le confronter. « Théo, tu dois arrêter ce que tu fais, tu te détruis toi-même !» Il lui a crié « Tu ne comprends pas, elle m'a humilié devant tout le monde, je ne peux pas juste oublier ça !» Emma a pleuré, mais Théo était implacable. Il a de nouveau quitté l'appartement. Théo a commencé à suivre obsessivement les réseaux sociaux de Léa. Bien que son profil soit privé, il a trouvé des moyens de suivre ses activités. Il a créé de faux comptes, a suivi ses amis, a regardé leurs stories où Léa était taguée. Il l'a vue à des fêtes, dans des bars, toujours riant, toujours insouciante, pendant que sa vie était en ruine. La ligne entre l'observation et le harcèlement s'est estompée. Une nuit, il l'a suivie jusqu'à une boîte de nuit dans le quartier de Nordstadt. Il s'est garé dans une ruelle, surveillant l'entrée pendant des heures. Quand Léa est sortie vers 3 heures du matin, accompagnée de son amie Sarah Dubois, Théo a démarré le moteur. Il les a suivis à distance, envisageant à plusieurs reprises d'accélérer, de les percuter, de leur faire ressentir ce qu'ils ressentaient. Mais il ne l'a pas fait, pas encore. Une voix dans sa tête lui a dit qu'il devait attendre, que le bon moment viendrait. Pendant cette période, Théo a perdu tout contact avec la réalité. Il a négligé son hygiène, a vécu de la restauration rapide qu'il achetait la nuit dans des stations-service. Il dormait dans sa voiture, parfois seulement 2 ou 3 heures, avant de continuer son harcèlement. Il a perdu du poids, ses yeux étaient rouges, et ses mains tremblaient constamment. Emma a de nouveau essayé de le joindre. Elle l'a appelé, a envoyé des messages. « S'il te plaît, rentre à la maison. On peut parler, je t'aiderai. » Théo a bloqué son numéro. Il ne voulait pas d'aide. Il voulait se venger. Il a commencé à imaginer des scénarios dans sa tête. Et s'il la confrontait directement? Et s'il allait chez elle et informait son père de ses actions? Et s'il partageait publiquement la vidéo pour montrer quel genre de personne elle était vraiment? Mais rien de tout cela ne lui semblait suffisant. Rien n'apaiserait la douleur, n'effacerait la honte. Puis est arrivé le 14 avril 2024, un samedi. Théo avait de nouveau passé toute la nuit devant la villa de Léa. Le matin, il l'a vue monter dans une Mini Cooper avec Sarah. Il les a suivies. Elles sont allées dans le centre-ville, se sont garées devant un restaurant de brunch. Théo est resté dans sa voiture, observant à travers la vitre comment elle riait, buvait du prosecco et prenait des photos. La scène était insupportable pour lui. Pendant qu'il était là, perdu, sans emploi, humilié, elle profitait de sa vie privilégiée sans aucune conséquence. L'injustice de cette situation a explosé dans sa tête. À ce moment-là, Théo a pris une décision. Ce n'était pas un choix conscient et rationnel, mais une impulsion sombre qui s'était construite pendant des semaines. Il ne se contenterait plus de regarder. Il allait agir. Et ce qu'il prévoyait de faire allait tout changer pour Léa, pour lui, pour toutes les personnes impliquées. L'obsession avait atteint son apogée. Le Théo André, silencieux et renfermé, avait disparu. À sa place, quelqu'un d'autre était apparu. Un homme animé par la vengeance, aveuglé par la haine, prêt à franchir une ligne dont il n'y aurait pas de retour. La soirée du 18 avril 2024 a commencé pour Léa Lefebvre et sa meilleure amie Sarah Dubois, comme beaucoup d'autres auparavant. Elles avaient décidé d'aller faire la fête dans un club branché de la Listermeile, un quartier animé de Hanovre. Vers 22 heures, elles ont quitté la villa de Léa, ont conduit la Mini Cooper jusqu'à la ville et se sont garées dans une rue latérale près du club. Le club était bien rempli ce samedi soir. Les rythmes techno retentissaient des haut-parleurs et des lumières colorées clignotaient sur la foule en train de danser. Léa et Sarah ont retrouvé des amis, ont bu des cocktails et ont dansé avec exubérance. Léa a posté une story sur Instagram. Elle et Sarah riant, un verre à la main avec la foule en arrière-plan. « Meilleure nuit de ma vie », a-t-elle écrit avec plusieurs emojis en forme de cœur. Ce que Léa ne savait pas, Théo André avait vu cette story. Il avait de nouveau passé toute la semaine à suivre ses mouvements. Quand il a reconnu le club, il a su immédiatement où il devait aller. Il a mis une veste à capuche foncée, est monté dans sa Golf et est parti.
Vers 23h30, Théo a atteint le quartier. Il a tourné plusieurs fois autour du pâté de maison, cherchant la Mini Cooper, et l'a finalement trouvée dans la rue latérale. Il s'est garé à quelques mètres, a coupé le moteur et a attendu. Son cœur battait la chamade, ses mains étaient moites. Dans sa tête, c'était un chaos de pensées, d'images, d'émotions. La vidéo, son rire, la villa, l'autre homme. Les heures ont passé. Théo est resté immobile, fixant l'entrée du club. Des gens allaient et venaient, mais Léa et Sarah restaient à l'intérieur. Ce n'est que vers 2h30 du matin, alors que la foule commençait lentement à se disperser, qu'il a vu les deux femmes quitter le club. Léa portait une courte robe noire et des talons hauts. Sarah, un haut pailleté et un jean. Elles riaient, semblaient ivres, et se tenaient l'une l'autre alors qu'elles marchaient dans la rue. Elle se dirigeait vers la Mini Cooper garée. Théo a démarré le moteur. Ses mains tremblaient tellement qu'il a fait tomber la clé 2 fois avant de pouvoir la mettre dans le contact. Il a regardé les deux femmes se rapprocher, à environ 50 mètres sur le trottoir. Puis, quelque chose s'est produit en lui. Une voix dans sa tête, qui était devenue plus forte au fil des semaines, a maintenant crié « Fais-le, fais-le maintenant !» Théo a mis la vitesse, a relâché le frein à main. Il a accéléré, pas trop vite au début, mais a ensuite accéléré brusquement. Léa et Sarah ont entendu le moteur, se sont retournées. Des phares se sont précipités sur elles. Sarah a crié, a essayé de sauter sur le côté. Léa, confuse et alcoolisée, a réagi trop lentement. La Golf a d'abord frappé Sarah sur le côté, la projetant contre un mur. Puis elle a percuté Léa de plein fouet. L'impact a été brutal. Léa a été projetée par-dessus le capot, atterrissant lourdement sur l'asphalte. Sarah gisait immobile, du sang s'échappant d'une plaie sur sa tête. Théo a freiné brusquement, la voiture s'est arrêtée de travers sur la route. Pendant un instant, il y a eu un silence. Seul le bruit du moteur au ralenti se faisait entendre. Puis Théo est sorti. Ses mouvements étaient mécaniques, robotiques. Il est allé vers Léa, qui était allongée sur le sol, bougeant faiblement, gémissant. Il l'a attrapée par les bras, l'a traînée. Léa a essayé de parler, mais n'a fait qu'un gargouillement. Théo l'a traînée vers la porte passager de sa Golf, l'a ouverte, a poussé Léa à l'intérieur. Elle a faiblement résisté, mais elle était trop blessée, trop confuse. Sarah était toujours allongée, inconsciente sur le trottoir. Théo ne l'a pas regardée. Il est monté dans la voiture, a claqué la porte et est parti. Les pneus ont crissé alors qu'il a accéléré brusquement et a filé le long de la rue. Il a conduit sans but dans la nuit, puis un endroit lui est venu à l'esprit, un vieil entrepôt abandonné dans la zone industrielle de Varenwald, où il avait brièvement travaillé une fois. Il connaissait la zone, savait que personne ne serait là à cette heure. Pendant le trajet, Léa a commencé à reprendre conscience. Elle a essayé d'ouvrir la porte, mais Théo l'avait verrouillée de l'intérieur. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle balbutié, la peur dans la voix. Théo n'a pas répondu, se contentant de fixer obstinément la route. 15 minutes plus tard, ils sont arrivés dans la zone industrielle. Théo a traversé un portail ouvert sur le terrain de l'entrepôt. Il s'est garé derrière un conteneur, a coupé le moteur et les lumières. L'obscurité totale les a entourés. Théo est sorti, a arraché la porte passager et a traîné Léa dehors. Elle a crié maintenant, essayant de s'enfuir, mais ses jambes ont cédé. Théo l'a attrapée, l'a jetée au sol. Puis il a commencé à la frapper. « Tu m'as détruit !» a-t-il crié alors que ses poings pleuvaient sur elle. « Tu m'as rendu ridicule devant tout le monde. Tu m'as traité comme un morceau de saleté. » Léa a essayé de se protéger, ses bras sur son visage, mais les coups l'ont frappé encore et encore. Côte, ventre, visage. Théo ne s'est pas arrêté. Des larmes coulaient sur son visage, mêlées de colère et de désespoir. Tu pensais que tu pouvais juste continuer comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas de sentiments. Il a donné des coups de pied à son corps, encore et encore. Finalement, après des minutes qui ont semblé des heures, Théo s'est arrêté.
Il se tenait au-dessus de Léa, haletant, les mains ensanglantées. Léa gisait recroquevillée sur le sol, gémissant faiblement, bougeant à peine. Théo a baissé les yeux sur elle, et soudain, la panique l'a submergé. Qu'avait-il fait? Il a chancelé en arrière, fixant ses mains, Léa, le chaos autour de lui. Puis, il s'est retourné, a couru vers sa voiture, a démarré le moteur et est parti en trombe, laissant Léa saignante et inconsciente sur le sol de béton froid de l'entrepôt. La nuit de l'attaque était terminée, mais les conséquences ne faisaient que commencer. La matinée du 19 avril 2024 a commencé par 2 appels d'urgence qui allaient révéler l'étendue de la violence de cette nuit-là. À 6h15 du matin, un jogger a trouvé Sarah Dubois inconsciente sur le trottoir de la Lister Mail. Il a immédiatement appelé les services d'urgence. Les ambulanciers sont arrivés en 8 minutes et ont emmené Sarah à l'hôpital. Elle avait une fracture du crâne, plusieurs côtes cassées et des hémorragies internes. Son état était critique. Presque au même moment, vers 6h30 du matin, un ouvrier d'entrepôt en route pour son service a découvert Léa Lefebvre devant l'entrepôt abandonné de Varenwald. Elle gisait dans une mare de sang, à peine consciente. Un médecin urgentiste a également été appelé immédiatement. Léa a été transportée à l'hôpital avec de très graves blessures, fractures multiples, graves lésions internes et une mâchoire cassée. La police de Hanovre a immédiatement commencé l'enquête. Les enquêteurs criminels ont sécurisé les 2 scènes de crime. Sur le lieu de l'accident à Lister Mile, ils ont trouvé des traces de freinage qui indiquaient une accélération soudaine, des fragments de verre d'un phare et des traces de peinture sur le mur contre lequel Sarah avait été projetée. Les traces indiquaient une Volkswagen sombre. Les caméras de surveillance dans les environs ont fourni des indices cruciaux. Une caméra d'une boulangerie voisine avait partiellement enregistré les événements. On voyait une Golf foncée foncer sur les 2 femmes, les percuter puis continuer sa route. La plaque d'immatriculation était partiellement lisible. D'autres caméras ont montré la même voiture se dirigeant vers Varenwald peu après. Les enquêteurs ont comparé les fragments de la plaque d'immatriculation avec la base de données des véhicules. Il y avait 3 correspondances possibles. L'une d'elles a conduit à Théo André. Lorsque les policiers ont vérifié son nom, ils ont établi un lien avec Léa. Des témoins avaient rapporté une relation antérieure entre les deux, et la vidéo virale était déjà connue des enquêteurs. Dans l'après-midi du 19 avril, une voiture de patrouille s'est rendue à l'appartement de la famille André. Emma Laurent a ouvert la porte pâle et effrayée. Les policiers ont demandé à voir son fils. Emma a hésité, puis a commencé à pleurer. Elle a parlé du comportement de Théo ces dernières semaines, de son obsession et des nuits qu'il avait passées dans la voiture. Puis, elle a conduit les policiers à la Golf de Théo, qui était garée dans une cour. La voiture était gravement endommagée. Le capot était enfoncé, le phare droit manquait et des traces de sang étaient visibles sur le pare-choc. Emma s'est effondrée. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ?» sanglota-t-elle. La police a saisi le véhicule et a cherché Théo. Il n'était pas dans l'appartement. Une vaste chasse à l'homme a été lancée. Le téléphone de Théo a été localisé. Le signal provenait d'une zone boisée en périphérie de la ville. Un hélicoptère de police a été déployé et des chiens renifleurs ont suivi la piste. Vers 18h, Théo André a été retrouvé. Il était assis sous un arbre, apathique, fixant le vide. Il n'a pas opposé de résistance lorsque les policiers l'ont arrêté. Il n'a pas dit un mot, semblant complètement absent. Au poste de police, il a été conduit dans une salle d'interrogatoire. 2 enquêteurs criminels l'ont confronté aux preuves. La vidéo, les images de la caméra, sa voiture endommagée, les traces de sang. Théo est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a commencé à parler. Il a tout avoué. Il a décrit comment il avait suivi Léa, comment il l'avait intentionnellement percutée, elle et Sarah, avec sa voiture, comment il avait kidnappé Léa et l'avait battue. Sa voix était monotone, sans émotion. « Elle m'a détruit », a-t-il répété plusieurs fois, devant tout le monde. « Je ne pouvais pas faire autrement.
L'enquête médico-légale a confirmé sa déclaration. Des traces d'ADN de Léa ont été trouvées dans la Golfe, ainsi que des traces de sang qui correspondaient aux deux victimes. Les traces de peinture sur le lieu de l'accident correspondaient à la voiture de Théo. Les preuves étaient accablantes. Le procès contre Théo André a commencé en septembre 2024 devant le tribunal régional de Hanovre. La salle d'audience était bondée. Les médias de toute l'Allemagne en parlaient. Le père de Léa avait également engagé un avocat privé qui a agi en tant que partie civile. Les accusations étaient de tentative de meurtre dans 2 cas, de coups et blessures graves et de séquestration. Le ministère public a fait valoir que Théo avait agi avec préméditation et intention de tuer. Ils ont présenté les enregistrements vidéo, les preuves médico-légales et les témoignages de témoins. Théo a continué à tout admettre, mais n'a montré aucun remords. Ses avocats ont tenté de faire valoir son état psychologique, arguant que l'humiliation de la vidéo l'avait plongé dans une crise psychologique. Un rapport psychiatrique a diagnostiqué un trouble de la personnalité narcissique et une réaction de stress aiguë, mais a conclu qu'il était sain d'esprit. Léa a témoigné au procès. Elle était en fauteuil roulant, son visage marqué de cicatrices. D'une voix tremblante, elle a décrit la nuit de l'agression, la douleur.